Eh bien, bonjour, bienvenue à Histoire de passer le temps. Aujourd'hui, dispositif un peu spécial parce que la majorité des personnes ne sont pas en onde avec nous physiquement dans le studio. Quelle nouveauté! Exactement, mais il y en a un qui est, indéboulonnable, sur qui on peut compter. C'est Joël Bonchamp-Monfette. Bonjour Joël. Salut Elliot, ça va bien? Ça va très bien et toi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, avant que je fasse le programme, dis-moi. Ouais, aujourd'hui j'ai décidé de parler des transformations de Paris au Second Empire, ou ce qu'on appelle l'osmanisation de Paris. Il nous emmène donc voyager par ces temps de pandémie. En deuxième partie, ce sera un autre chroniqueur habitué, mais à distance cette fois-ci, qui sera David Girard, qui revient et nous parlera des brigands du Carouge. Et enfin, en troisième partie, une nouvelle chroniqueuse, Léonie Beaulieu, viendra nous parler de la K-pop, la Korean pop, et de ses rôles plus, on va dire, politico-culturels au niveau global. Mais commençons par le commencement. Joël, c'est à toi. Ben oui, écoute, en bonne compagnie comme ça. J'ai décidé de parler des transformations de Paris au Second Empire parce que à Montréal, avec l'échangeur turco et les cônes oranges, on a l'impression que la ville est remplie de travaux qui en finissent plus. Mais bon, quand on se compare, on se console, parce que entre 1853 et 1870, la capitale de la France, Paris, décide de se refaire une beauté. Ou plus précisément, on pourrait dire qu'elle se refait une chirurgie faciale au grand complet, d'un bout à l'autre. Elle se fait une beauté tout court, en fait, de refaire à ce niveau-là. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, en 1850, Paris a encore les allures d'une ville médiévale. La plupart des grandes villes européennes ont vécu depuis le Moyen-Âge au moins un grand incendie, une catastrophe majeure, quelque chose qui a rasé une partie importante de la ville, comme par exemple à Londres. Ce genre d'événement-là permet de repenser la ville, de rebâtir une ville qui répond à des standards, on pourrait dire, plus récents. Paris, elle, a pas eu cette chance, entre guillemets, et elle est encore une ville fortifiée, qui a des dizaines de petites rues qui peuvent faire moins de 2 mètres de largeur, des cul-de-sac, des rues qui serpentent, c'est un vrai fouillis. Oui, pour que les gens se rendent compte, il y a des rues où on peut même pas se croiser en passant à une personne l'un en face de l'autre. Exact. Et c'est pas comme s'il y avait pas beaucoup de monde à Paris, parce que du monde, il y en a. En fait, Paris commence à s'industrialiser au 19e siècle et la population double entre 1800 et 1850, seulement 50 ans. Et c'est pas la population bourgeoise qui va augmenter, mais plutôt la population qu'on pense indésirable, c'est-à-dire les ouvriers, les journaliers. Ces habitants-là, qui sont plus pauvres, habitent extrêmement proches du centre du pouvoir, alors que les bourgeois et les nobles quittent, eux, le centre pour s'établir en banlieue. Bref, le centre est surpeuplé à l'extrême. Dans des maisons qui dépassent rarement les 3 ou 4 étages, des centaines de gens s'entassent pour atteindre une densité qui peut aller jusqu'à 100 000 habitants par kilomètre carré. Ça, c'est 2 fois la densité de la ville la plus peuplée au monde aujourd'hui. En 1840, une chambre simple dans l'île de la Cité est visitée par un médecin et cette chambre-là, cette unique chambre-là, est habitée par 23 personnes. Un réformateur va d'ailleurs dire, et je cite, « Paris, c'est un immense atelier de putréfaction, où la misère, la peste et la maladie travaillent de concert, où ne pénètre guère l'air ni le soleil. Paris, c'est un mauvais lieu où les plantes s'étiolent et périssent, où sur 7 petits-enfants, il en meurt 6 dans l'année. » Si les gens veulent se faire un peu une idée de à quoi avoir une description de Paris à cette époque, moi je leur conseille vraiment de regarder les descriptions dans Les Misérables de là où vivent les Thénardier dans les premières parties du roman. C'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est des petits appartements, c'est insalubre, c'est des familles entières dedans, plusieurs familles dans un seul appartement. Tout à fait. Et c'est pas comme si des plans n'avaient pas été faits pour améliorer la ville depuis le 18e siècle. Mais Paris est aussi un haut lieu de l'instabilité politique, ce qui, on va dire, n'aide pas à planifier une ville. Par exemple, depuis 1789, la France a été une monarchie absolue,
une monarchie constitutionnelle, puis une république, un empire, une monarchie, un empire pour 100 jours, une monarchie encore, une seconde république, et enfin un second empire. Et là, on parle dans même pas 100 ans. Rien que ça. Bref, ça brasse dans la cabane, et quelqu'un décide de remettre de l'ordre dans la maison. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu du Napoléon recette original. En 1852, il se fait proclamer empereur et ouvre, comme ça, la période du Second Empire. Napoléon III, comme il est maintenant reconnu, c'est pas le plus dictatorial des empereurs. Il a une vision sociale ou au minimum, il a un souhait d'améliorer le sort de la population. Ce qu'il faut rappeler en plus, c'est qu'il a été aussi le premier président de la République française parce que avant son coup d'État, il a été élu au suffrage universel masculin pendant l'élection de 1848 justement. Oui, et avant ça, il a vécu à Londres et il aimerait bien s'inspirer de ce qu'il a vu à Londres pour moderniser sa ville, pour qu'elle ait enfin l'air d'une capitale. Il choisit donc en 1853 Georges Eugène Haussmann comme préfet de la Seine. Le baron Haussmann, comme on le connaît, va avoir la mission d'aérer, unifier et embellir la ville. L'impact du baron est simplement énorme, au point qu'aujourd'hui, on parle de cette période-là au complet comme l'osmanisation de Paris. C'est qu'en fait, Haussmann est vraiment un homme infatigable. Il travaille toute la journée, presque toute la nuit. Il sait être efficace, mais il a aussi un talent particulier pour marcher sur les orteils de tout le monde. Son premier mandat est de tracer de nouvelles rues, larges et droites. Parce que, évidemment, quand on combine rue étroite, instabilité politique et pauvreté, la barricade n'est jamais trop loin. Et bref, avec toute la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, Haussmann décide que les bâtiments sont un obstacle à ces grandes rues et fait exproprier 20 000 maisons, dont une grande partie de l'île de la Cité, qui est le cœur historique de Paris. La rapidité des travaux de démolition est tellement grande que des témoignages de l'époque nous disent que des ouvriers partent travailler le matin et reviennent le soir pour ne trouver qu'un vide là où était leur maison. Ce qui peut être un peu, déstabilisant. Oui, il faut définitivement un nouveau set de clés, ça c'est sûr. À la place de ces maisons-là, il fait construire 64,5 km de grandes belles rues droites. Il commence par régler le problème du centre. Les ruelles qui mènent au hall, l'équivalent du centre commercial, c'était d'ailleurs le principal marché public. Bref, ces ruelles-là étaient si difficiles que les bourgeois venant de Paris même vers les halls devaient parfois réserver une auberge juste à cause du temps que ça prenait pour traverser la ville aller-retour. Dès 1854, Haussmann fait construire le boulevard de Sébastopol et la rue de Rivoli, qui se croisent les deux à angle droit, juste à côté de l'île de la Cité et des Halles, qu'il fait d'ailleurs reconstruire parce que, tant qu'à être là. Les ponts de l'île de la Cité sont rebâtis et modernisés, et il en ajoute d'autres pour que chaque pont du côté nord soit relié à un pont du côté sud par une rue bien droite encore une fois. Il fait d'ailleurs construire 13 ponts sur la Seine pour unir les deux rives. Pour unifier le centre de la ville avec les banlieues environnantes, il fait démolir l'ancienne enceinte fortifiée de la ville, celle des fermiers généraux. À la place, il fait construire ou rénover un réseau de boulevards périphériques pour se déplacer facilement d'un point à l'autre. Il en profite aussi pour rénover les gares de train de la ville et s'assure que les gares soient toutes bien intégrées au réseau de boulevards. Et on a encore ces gares haussmanniennes à Paris, notamment une des plus connues aujourd'hui, n'est plus une gare, c'est un musée, c'est le musée d'Orsay, au bord de la Seine, le musée d'art justement du 19e jusqu'au milieu du 20e, d'art moderne, qui est encore visitable aujourd'hui. Oui, c'est pas les seuls de ces travaux qui sont encore en œuvre aujourd'hui. Le projet d'Haussmann est aussi de nature sanitaire et c'est là qu'on va voir beaucoup d'infrastructures qui nous restent encore aujourd'hui. Les épidémies de choléra de 1832 et 1848 ont tué jusqu'à 10% de la population de certains quartiers.
L'eau qui est bue vient de la rivière Ourcq ou encore de la Seine, où les eaux usées sont jetées directement, ce qui est une bonne idée pour le choléra. Haussmann fait donc construire des aqueducs qui feront 600 km de long une fois terminés pour aller chercher, au moyen de pompes à vapeur, une eau propre parce qu'elle vient de très loin de Paris. Le réservoir de Montsouris est construit et il sera à ce moment-là, au moment de sa construction, le plus grand réservoir d'eau au monde. On a réglé le problème de l'eau entrante. Mais pour faire sortir l'eau usée de la ville, Haussmann fait installer 500 km d'égouts et une loi est adoptée pour obliger tous les bâtiments qui le peuvent à s'y connecter. On fait même passer des canalisations sous la Seine pour que toute la ville déverse ses eaux usées beaucoup plus bas sur le fleuve, loin de la ville. Pour se donner une idée de la qualité des travaux, comme je disais, ils sont encore utilisés aujourd'hui à Paris. Et pour aérer la ville, rien de mieux que des beaux grands parcs. On est justement en plein dans les années des grands parcs urbains comme Central Park et le parc du Mont-Royal ici. Haussmann fait aménager 2 grands bois publics, la forêt de Vincennes et le bois de Boulogne à l'ouest et à l'est. Le caractère le plus marqué de l'haussmannisation, c'est par contre celui de la régulation et de l'esthétisme. Il fait installer de grandes places publiques où des monuments sont entourés d'autres voies publiques, de grandes rues. Il y a, par exemple, la place de l'Opéra, qui était dans ma publicité, mais aussi 2 énormes carrefours, dont la place de l'Étoile, qu'on a tous déjà vu. C'est l'Arc de Triomphe qui est entouré par l'énorme rond-point où 12 rues aboutissent. Une de ces rues, d'ailleurs, l'avenue Foch, fait 120 mètres de largeur. Il faut donc de superbes bâtiments de chaque côté pour lui rendre justice. Haussmann réglemente intensivement les constructions pour s'assurer que tous les bâtiments correspondent à sa vision. La façade, elle doit être en pierre de taille. Elle doit être nettoyée et rafraîchie aux 10 ans. La hauteur maximale de la façade du bâtiment est de 20 mètres. Le toit doit être une mansarde de 45 degrés d'inclinaison. Les lignes horizontales d'un bâtiment et les balcons doivent s'aligner avec les lignes horizontales et les balcons des bâtiments voisins pour former l'impression d'un mur continu. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est encore des normes qui sont plus ou moins en vigueur aujourd'hui dans les quartiers haussmanniens. Non, même quand on rénove les intérieurs, quand on fait des grands bureaux, notamment du côté de la place de l'Opéra, les façades sont encore ce type de façade que tu viens de décrire. Oui, et c'est encore un type d'architecture très reconnu, le type Second Empire. Et les travaux du baron Haussmann vont se poursuivre jusqu'en 1870, quand il est renvoyé juste avant la guerre avec la Prusse et la capture de Napoléon III. Les travaux se continueront par contre au moins jusqu'en 1914, mais à un rythme bien moins essoufflant. Il est très difficile de faire un bilan qui rende réellement justice à son œuvre. Oui, la circulation et la salubrité sont grandement améliorées dans la ville, ça c'est certain, indéniable. Mais à quel prix? Haussmann s'appuie beaucoup sur des emprunts pour financer les travaux. Il emprunte en 16 ans 1 milliard de francs et demi, l'équivalent en dollars canadiens d'aujourd'hui environ 7,5 milliards de dollars. Jules Ferry se fera d'ailleurs connaître par ses critiques des finances du projet, avec son titre « Les comptes fantastiques d'Haussmann, comptes COMPTES », donc des comptes financiers. Ce qui est un jeu de mots avec les contes d'Hoffmann, qui sont un recueil de contes très connu de la fin du 19e. Exact. Une autre façon qui est utilisée pour financer ces travaux, c'est l'expropriation pour utilité publique. Comme on l'a dit, 20 000 maisons sont détruites et ces maisons sont plus fréquemment qu'autrement des maisons d'ouvriers, de journaliers qui doivent maintenant quitter le centre, qui est rendu trop cher, et aller s'installer plus loin. Alors qu'avant, il existait une certaine diversité économique, même au sein d'un seul bâtiment. Donc, dépendamment des étages, il y avait différentes classes sociales qui se croisaient. Mais maintenant, les plus aisés vont s'installer plus dans l'ouest de la ville, alors que les ouvriers vont s'installer plus dans l'est de la ville, où, ironiquement, le moins de travaux publics ont été faits.
D'ailleurs, cette installation est-ouest, elle est aussi due à la nature des vents. Les vents à Paris soufflent souvent d'ouest en est. Du coup, les fumées des usines sont rabattues sur l'est parisien et du coup, c'est pour ça qu'on faisait s'installer les populations les moins favorisées là-bas parce que c'était là où l'air était de moins bonne qualité. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les grandes villes du monde occidental. D'ailleurs, il y a ça à Montréal aussi. Si on demande de quel côté est la richesse, les gens vont dire à l'ouest de Saint-Laurent. Bon. Une dernière critique qui a été faite, c'est que certains auteurs ont pointé que les préoccupations sociales et sanitaires pourraient être seulement un prétexte parce que les belles grandes rues pourraient faciliter le travail de l'armée dans la ville. Les ruelles qui étaient faciles à barricader ont laissé place à une grande rue de très large, des fois jusqu'à 120 mètres, où les troupes peuvent se déplacer facilement et, au besoin, entre guillemets, tirer du canon sur une foule en émeute ou une barricade, par exemple. Haussmann va d'ailleurs utiliser cet argument pour vendre le projet. Mais est-ce qu'il y croyait vraiment? C'est très discutable. C'est surtout qu'en 1871, la Commune de Paris connaît, on va dire, un succès certain, et ça prendra plusieurs mois pour que l'armée reprenne la ville en entier. Oui, ça donnera ce qu'on appelle dans l'historiographie la semaine sanglante, où les troupes, qu'on appelle des Versaillais, parce que le gouvernement est à Versailles à l'époque, vont nettoyer les rues de Paris, justement bloc par bloc, arrondissement par arrondissement. Exact. Bon, bref, on peut dire que le baron Haussmann avait une vision. Et cette vision-là, il l'a exécutée à merveille. Au prix, des fois, de s'aliéner à peu près tout le monde qui l'a entouré. Jusqu'aux années 1970, on juge que son œuvre a fait disparaître tout le cachet du vieux Paris, qu'on a maintenant une façade grise, uniforme, monotone, sobre et triste. Par contre, maintenant qu'on cherche à s'éloigner du modèle de la voiture, qu'on a rejeté le nouveau modèle du Corbusier, des grandes tours et tout ça, tranquillement, on revient à sa vision intégrée de toute la ville parce que on considère qu'une ville plus intégrée comme ça, c'est un modèle beaucoup plus durable pour l'environnement et ce sera peut-être ça l'héritage pour les générations futures de l'hosmanisation de Paris. Je te remercie pour cette chronique chère à mon cœur, Joël. En tant que bon insupportable parisien, ça me fait toujours plaisir quand on parle de ma ville. Alors, d'habitude, on demanderait à la régie où est-ce qu'elle nous envoie en musique. Mais Elliot, où est-ce que tu nous envoies en musique? Merci de le demander, Joël. Je nous envoie donc en musique avec Douance, tu vas finir par te tuer. La peine de
de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. À l'animation ici, Julien Lehoux, je vais prendre le flambeau pour le reste de l'épisode. Pour celles et ceux qui nous ont écoutés en direct le 12 mars 2021, vous allez peut-être remarquer que l'émission a souffert de graves problèmes techniques qui auront forcé son interruption. Heureusement, nos collabos ont eu la grande gentillesse de reprendre leur chronique en enregistrement et nous sommes heureux de les diffuser ici. Ainsi, du confort de son salon, dans les contrées sombres et macabres de Québec, voici David Girard, notre vétéran, qui va nous présenter la bande des hors-la-loi de Chambers. Aujourd'hui, l'histoire de Charles Chambers. Dans les années 1830, un véritable règne de terreur affole la ville de Québec et ses environs. Vol à main armée, meurtres atroces, maisons pillées, églises saccagées. Les méfaits de la bande de Chambers, aussi appelée les brigands du Cap-Rouge, ont marqué l'imaginaire au Québec. Mais évidemment, l'œuvre du temps a causé la disparition de cette histoire de la mémoire collective. Qu'est-il arrivé avec nos amis exactement? Débutons par un peu de contexte. Le 19e siècle est une ère d'urbanisation et d'immigration massive en Amérique du Nord. Les villes grossissent vite. Trop vite. Partout, on voit apparaître des industries, des manufactures, des usines. C'est peu dire que la qualité de vie dans les quartiers ouvriers n'est pas aussi bonne que celle que l'on retrouve dans les beaux quartiers. Avec ses conditions de promiscuité et de misère, Québec ne fait pas exception. Ouvriers et migrants s'entassent en basse ville pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de la construction navale, qui est le principal moteur économique de la ville. Évidemment, qui dit construction navale, dit également commerce du bois. On se rappelle que, suite au blocus de Napoléon, l'Angleterre a dû se tourner vers sa colonie pour obtenir davantage de bois, ce qui a stimulé comme jamais cette activité économique. Les années 1830 correspondent à l'âge d'or du commerce du bois. C'est l'époque des premiers draveurs qui risquent leur vie pour guider les cages de bio sur les courants du fleuve Saint-Laurent, vers le port de Québec. Les onces de céleri deviendront le point d'arrêt des cages qui seront démontées et entassées. Charles Chambers, un charpentier de Saint-Roch, se fait rapidement connaître par les autorités policières au début des années 1830. Il est à la tête d'un groupe composé d'environ 6 membres qui effectuent des petits vols de bois la nuit sur les chantiers. Évidemment, le groupe ne se limite pas au bois. Ils sont très présents à proximité du port de Québec, où il est facile de voir la marchandise intéressante être déchargée des navires. Le groupe avait d'ailleurs un stratagème fort efficace. À la tombée du jour, lorsqu'il voyait une lourde charge de sacs de grains partir du port en direction de la côte de la montagne, il s'empressait de la suivre pour pousser l'arrière de la voiture afin d'aider les bêtes à gravir la pente. À mi-chemin, il laissait tomber 2 ou 3 sacs du chargement pour les faire débouler en bas de l'escalier casse-cou, où des complices se chargeaient de récupérer le butin et d'aller le cacher dans les zones boisées des plaines d'Abraham, derrière le Cap Blanc. Le groupe va aussi commencer à effectuer des vols directement chez les habitants installés en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans les quartiers du Vieux-Port, mais aussi à Sillery, Cap-Rouge et même Saint-Augustin. Évidemment, le groupe n'hésite pas à faire usage de la violence. En 1835, un marchand qui a le malheur de vouloir dénoncer le chef de la bande est retrouvé noyé dans le fleuve Saint-Laurent. Coïncidence? Probablement pas. Charles Chambers n'aime pas trop qu'on conteste son autorité. Il va même jusqu'à assassiner un des membres de sa propre bande en 1835. Ça ne semble pas être pince sans rire. Au fil du temps, la bande devient de plus en plus violente et les crimes de plus en plus audacieux. Les citoyens en viennent même à se barricader dans leur demeure une fois la nuit tombée. La police est impuissante pour résoudre les crimes et la bande va avoir rapidement la réputation de ne jamais se faire prendre. Donc, quoi de mieux pour rassurer une population qu'un groupe criminel qui se promène en ville sans que personne ne soit capable de les arrêter. C'est idéal pour créer un climat de peur et d'angoisse. On ne connaît pas l'étendue des crimes de la bande de Chambers tellement ils sont nombreux, mais les autorités policières vont leur attribuer pratiquement tous les meurtres inexpliqués qui sont survenus à Québec entre 1834 et 1837. Le plus gros vol du groupe, ce sont des vases sacrés, des coupes, des bijoux qui appartiennent au séminaire de Québec et qui seront dérobés en pleine nuit. Cette fois, la population va fortement réagir et les autorités coloniales vont offrir une récompense faramineuse à quiconque détient de l'information sur les voleurs. On se rappelle qu'il est dangereux de dénoncer la bande. La police va finalement réussir à trouver et fouiller la résidence de Charles Chambers dans le quartier Saint-Roch. Sur place, elle trouve des preuves accablantes le reliant à plusieurs crimes irrésolus. Le chef de la bande est arrêté en juillet 1835. À l'âge de 30 ans, il sera enfermé dans la prison de Québec, aujourd'hui le Morin Center sur la chaussée des Écossais. On ne retrouvera jamais le trésor du groupe. Plusieurs sources mentionnent toutefois que Chambers l'aurait enfoui dans les environs de Cap-Rouge, d'où le surnom de la bande, près de la rivière ou encore à proximité du Vieux-Moulin. Selon les informations, la bande voulait faire
font les objets sacrés pour en faire des lingots et les revendent. On imagine très bien qu'il était plus difficile de revendre des objets ayant appartenu à l'Église catholique au 19e siècle. La réputation de Chambers, on la doit à ses nombreux crimes, mais aussi à son procès, qui prend une très grande place dans les journaux de l'époque. 3 procès lui sont intentés. Pourquoi 3 procès? Parce qu'on n'arrive tout simplement pas à le faire déclarer coupable. Le premier procès a lieu le 25 septembre 1835 et concerne le vol du télescope de George Home Park. Il sera déclaré non coupable. Le deuxième procès a lieu en mars 1836. Cette fois, il est accusé du meurtre du capitaine Louis Sirvac. Une fois de plus, il sera déclaré non coupable. Le troisième procès, par contre, qui s'ouvre le 28 mars 1837, est différent. Car cette fois, George Wadsworth, un complice du groupe, va témoigner contre le chef, et lequel sera reconnu coupable d'introduction dans la maison de la veuve Montgomery et de vol. Charles Chambers sera condamné le 10 avril à être pendu. Mais, coup de théâtre, la peine est commue en exil. Pourquoi? Charles Chiniki, un prêtre influent de l'époque, aurait réussi à obtenir la conversion de Chambers au catholicisme en échange d'une commutation de peine. Le 28 mai 1837, Chambers est embarqué dans un navire pour la Nouvelle-Galles du Sud, une colonie pénitentiaire d'Australie. Selon certains historiens, il serait mort 6 ans après son arrivée. D'autres mentionnent toutefois qu'il serait parvenu à se libérer de ses chaînes pendant le trajet et aurait déclenché une mutinerie sur le navire. À cela, on ajoute que dans les archives de la Nouvelle-Galles du Sud, la date précise de son arrivée dans la colonie pénitentiaire n'est pas indiquée. En fait, on retrouve bien un Charles Chambers qui serait arrivé vers 1838, mais les archives indiquent qu'il a obtenu son certificat d'émancipation. C'est l'habitude de garder un prisonnier en exil dans un camp pour une période de 18 mois à 2 ans, qui travaille pour le compte du gouvernement sur les différents travaux publics et qui sera ensuite assigné à des particuliers et qui pourra éventuellement retrouver sa permission. Une fois cette période d'approbation passée, on ne retrouve plus aucune trace de Chambers. On ne sait donc pas ce qui est arrivé de lui. Merci beaucoup, David Girard, pour cette chronique. Je ne connaissais aucunement cette bande de criminels. On va maintenant faire une pause musicale avec l'artiste Ashiku et sa chanson Busy Being Boring.
De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, j'ai en ma compagnie ma bonne amie Léonie Beaulieu qui va nous parler du K-pop. Léonie, je suis une personne qui est quand même assez vieille d'âme et d'esprit. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que le K-pop? Donc, dans le cadre de ma chronique aujourd'hui, j'aimerais ça réfléchir un peu à le K-pop comme Korean pop. C'est quoi comme produit culturel? Et comment on pourrait, dans le fond, l'analyser dans une perspective politique, économique coréenne et finalement globale. Et inviter peut-être mes camarades historiens à réfléchir sur ces objets culturels-là dans une perspective intellectuelle et économique. Oui, parce que très souvent, j'ai l'impression que les produits culturels, de la culture populaire, sont très peu utilisés par les historiens de façon sérieuse. Oui, mais essentiellement, la culture populaire aussi, c'est une réflexion de notre société. Et au-delà, justement, on peut avoir une réflexion qui irait dans le sens du genre, de la race, de la culture, mais aussi dans le sens économique et politique. Et sur ce, j'aimerais parler justement du terme K-pop. Est-ce que c'est vraiment de la musique pop coréenne? Dans le fond, je veux mettre de l'avant l'idée que c'est une production qui est essentiellement internationale. On a un style, quand on regarde le produit en tant que tel, les vidéoclips, les artistes qui chantent, ce genre de choses-là, qui empruntent, dans le fond, différents styles de différentes cultures complètement opposées, définitivement de la part de la musique historiquement afro-américaine, avec le rap, des fois aussi avec peut-être des choix stylistiques au niveau des vêtements qui pourraient être critiquables. On a aussi des emprunts aussi dans la musique latine de l'Amérique du Sud, des fois avec Bollywood, avec la musique pop japonaise, qui a une esthétique particulière aussi, ce genre de choses-là. Donc, au niveau du style, c'est pas tant un style qui est 100% coréen. On peut aussi se poser des questions sur la nature de la production de ce produit culturel-là qui est essentiellement délocalisé. Donc, les gens qui vont produire, qui vont composer la musique que ces artistes de K-pop-là vont chanter et danser sur, c'est généralement pas la même personne. Et ça va être devant des producteurs, des compositeurs qui sont localisés un peu partout, des fois des producteurs aussi européens, canadiens, américains. Un exemple de ça, c'est le duo London Noise, qui est assez connu pour plusieurs de ces démos qui ont été utilisées par la suite pour faire des productions pour des gros groupes de K-pop actuels. Puis aussi, il y a surtout la question des interprètes en tant que tels. Donc, on va les appeler des idols dans le cadre de notre chronique, donc des idoles, qui vont aussi généralement être multinationaux. C'est pas uniquement des artistes coréens qui font partie de ça. Quoique généralement, ça va être souvent des artistes qui vont être asiatiques. Un exemple, c'est l'idole Lisa de Blackpink, qui est un des plus gros groupes c'est un groupe de filles, un girl group, qui est thaï. Dans le fond, dans le cadre de ma chronique, ce que je voulais faire, c'est définir la K-pop, puis dans le fond, selon moi, ce qui définit le K-pop peut-être le mieux, c'est son modèle de production, qui est directement lié à la trajectoire politique et économique de la Corée du Sud depuis 1953. Je voudrais citer, dans le cadre de notre analyse aujourd'hui, Lee Soo-man, qui est le PDG de SM Entertainment, qui est une des plus grosses compagnies de K-pop en Corée à l'international. Ça existe encore aujourd'hui? Oui, c'est la citation que je vais nommer, il vient de 2020. C'est durant le cadre d'un lancement d'un nouveau groupe où il va faire une adresse à la compagnie là, et au public, où il parle justement de la création de ce nouveau groupe-là. Et dans cette citation-là que j'ai traduite, il dit « L'approche conventionnelle dans l'industrie et de créer des visions du monde. » Il va utiliser le terme « worldviews » qui utilisent les artistes et leur musique, puis de développer et reproduire du matériel à partir de ses propriétés intellectuelles, ce qu'on va appeler aussi du IP. Donc,
qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ce sens-là, puis qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à sa réflexion sur le produit culturel, dont il est un peu le président directeur général. Quand il parle de, justement, ces world views, là, il n'utilise pas le terme musique, parce que, essentiellement, le produit culturel, c'est pas juste de la musique. C'est une espèce d'art total, quasiment wagnérien, qui inclut justement danse, chant, rap, costume, ce genre de choses-là, de vidéo. Et dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que le produit culturel central de cette industrie-là, c'est les interprètes entre eux, les idoles que j'ai mentionnées, avec ce qu'on va vendre essentiellement. C'est pas la musique en tant que telle, mais c'est vraiment la relation parasociale que le public va avoir avec ces artistes-là. Qu'est-ce que tu veux dire par parasocial? Ce que je veux dire par parasocial, c'est le sentiment de connaître une personne qu'on connaît pas vraiment. On va consommer la performance que cette personne-là nous donne d'être un artiste, d'être une star, ce genre de choses-là. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans le cadre de YouTube. Certains gens qui vont filmer leur vie, là, et on a l'impression de connaître... sur Instagram, par exemple. Exactement. Oui. C'est un peu... C'est ça qui est vraiment monétisé dans le cadre du K-pop. Et je vais parler un peu, justement, de cette partie-là un peu plus tard. Mais je veux retourner à Wagner, à l'art total, et au 19e siècle. Le point que je voulais faire dans le cadre de cette chronique-là, c'est justement que Wagner, il va créer ces opéras qui combinent beaucoup de choses dans le cadre de la révolution industrielle au 19e siècle en Allemagne. Et que, justement, ce produit culturel-là qu'on a avec les opéras de Wagner est un produit d'une culture industrielle et manufacturée. Et dans le même... On a un cas qui est similaire avec le K-pop que je vais avancer. C'est que le développement de ce style musical-là, de cette industrie-là, a lieu à un moment de grand changement social, politique, avec justement le décollage économique du pays de la Corée du Sud durant la deuxième partie du 20e siècle. Donc, maintenant, je vais justement mettre de l'avant l'aspect plus politique, économique, parler de l'histoire de la Corée du Sud en lien avec l'industrie du K-pop. Donc, à la fin de la guerre de Corée, en 1953, la Corée du Sud, c'est un des pays les plus pauvres au monde. C'est sur son territoire national, essentiellement que la guerre a eu lieu, pas tant de morts. Donc, c'est un pays qui est comme décimé par la guerre et qui va être aussi occupé par les États-Unis. Enfin, il y a des bases américaines en Corée du Sud, même jusqu'à maintenant. L'histoire de la Corée du Sud, elle fait complètement défaut, mais je pense qu'il y avait aussi une dictature conservatrice à ce moment-là. Oh, exactement. Okay. C'est un élément qui vient en lien avec l'analyse qu'on va faire, dans le fond, dans les années 70, 80, 90. Il y a un développement économique là, qui a lieu en Corée du Sud depuis les années 50, qui est lié au gouvernement, qui est une dictature militaire anticommuniste. Et cette dictature-là va tomber dans les années 80 et ça va avoir un impact important sur l'industrie culturelle avec des mœurs sociales qui vont changer durant cette période-là et qui vont donner forme un peu à ce produit culturel qu'on veut étudier aujourd'hui avec le K-pop. Par contre aussi, qu'est-ce qui se passe durant cette période de développement économique-là dans un contexte politique qui est très anticommuniste et très antisyndical? C'est le développement d'un modèle économique spécifique qui est propulsé par ce qu'on appelle des chaebol. Donc, c'est quoi un chaebol? Désolée pour ma prononciation. C'est un conglomérat familial multisectoriel. C'est des grosses compagnies qui ont un lien privilégié avec le gouvernement et qui sont impliqués dans plusieurs secteurs de l'écononie. Oui, mais je pense qu'on a la même chose au Japon aussi, les zaibatsu, si je ne me trompe pas. Exactement. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a des liens à faire entre justement cette culture d'entreprise-là au Japon et en Corée qui
sont liés aussi avec leur position géostratégique, leur lien avec les États-Unis durant la guerre froide. Et pour donner un exemple peut-être un peu plus concret de ce genre de conglomérat-là, vous en connaissez là, des chaebols probablement. Donc, des compagnies comme Samsung, Hyundai, LG, qui sont connues beaucoup à l'Ouest pour leur export de produits électroniques. Par contre, en Corée du Sud, ces compagnies-là œuvrent dans plusieurs secteurs. Il y a des hôpitaux Samsung, ce genre de choses-là. Et une chose qui est particulière par rapport à ces chaebols, au-delà de leur relation privilégiée avec le pouvoir politique et par le fait même économique durant la période de la dictature et après, c'est aussi leur style de gestion d'entreprise qui est, dans le fond, qui va être un style de gestion qui est très, très, très flexible, qui va être réactif aux changements qu'il y a dans l'économie au cours de la deuxième partie du 20e siècle. Mais aussi, comme pour faire un parallèle encore avec le Japon, lié à leur culture du travail qui est assez intense, avec des heures de travail qui sont dans les plus hautes, le nombre d'heures de travail le plus haut au sein de l'OCDE. Et aussi, pour lier encore une fois avec les éléments qu'on a sortis un peu plus tôt, le développement d'une industrie manufacturière qui va être orientée vers l'export. Et dans les années 90, 80, ce qui est qui va beaucoup être exporté de la région de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, c'est des objets de consommation électronique. Donc, une emphase vraiment sur la technologie dans le cadre de justement cette production manufacturière-là qui va engendrer un décollage économique phénoménal et qui va faire de la Corée du Sud l'un des tigres asiatiques des années 90 avant la crise économique, la bulle asiatique qui va exploser à la fin des années 90 et début des années 2000. Mais là, je veux mettre le lien avec comme le K-pop. Là, on retourne à nos chanteurs. Donc, oui, est-ce que tu avais une question? Non, je me demandais justement, parce que là, tu as fait une grosse histoire de la Corée du Sud à partir des années 50. Le K-pop, les premiers groupes de K-pop, ils apparaissent vers les quelles années environ? Je n'ai pas une date exacte non plus, mais... Dans le fond, ça vient justement avec la question de la dictature. D'accord. Donc, on a mentionné un peu plus tôt, dans les années 80, il y a un mouvement démocratique en Corée du Sud, qui va être aussi un mouvement dans une certaine mesure syndicale, qui va aller contre la dictature militaire qu'il y a en place. Ça va commencer avec une révolte dans la ville de Gwangju. Et ça va finir avec l'organisation des premières élections démocratiques à la fin des années 80, début des années 90. C'est à ce moment-là aussi qu'avec le passage d'un système politique et culturel aussi, très, très, très conservateur, on va passer à une certaine libéralisation des mœurs et de l'économie. Donc, dans ce cadre-là, on va avoir un nouvel intérêt pour l'extérieur, en particulier pour la culture populaire américaine. Et ça vient aussi en lien avec le développement de justement cette industrie-là qui est orientée vers la technologie, où le K-pop se développe dans un contexte technologique différent de la musique populaire, on va dire, occidentale américaine. Si la musique populaire aux États-Unis se développe avec la radio, le K-pop se développe avec la télévision. Donc, c'est aussi un des éléments qui explique pourquoi il y a un aspect visuel aussi marquant et important dans les productions qu'on a de ces compagnies-là, basées généralement en Corée du Sud. Oui, bien d'ailleurs, Off the Records, tu m'as montré une couple de vidéoclips avant la chronique de vidéoclips de K-pop aujourd'hui. C'est quelque chose. Excellent. Ben oui, c'est quelque chose. Mais un autre élément aussi que j'aimerais
peut-être mettre de l'avant, c'est, j'ai mentionné plus tôt le fait que des chaebols, le style de gestion qui est coréen, là, qui vient de ce contexte économique-là, c'est un mode de gestion qui est assez réactif, qui va être aussi proactif par rapport à des changements structuraux importants qu'on va avoir dans plusieurs secteurs technologiques, secteurs économiques, mais aussi sur le plan culturel. On voit une réflexion de ça dans la production qu'on a de K-pop maintenant, où avec l'arrivée d'Internet, qui va complètement chambouler le marché de la musique, comme on le sait probablement tous. Justement, on va avoir une accentuation de certaines dynamiques qui étaient déjà présentes, comme par exemple l'idée justement de capitaliser sur la relation parasociale, donc la relation entre l'interprète, l'idole et ses fans. Donc, beaucoup des choses qui sont peut-être intéressantes par rapport à l'industrie, c'est que c'est pas une industrie qui a connu qui continue de croître malgré justement les problématiques qui viennent avec Internet et les pertes de vente de copies physiques d'albums qui étaient la vache à lait de l'industrie de la musique pendant très, très longtemps. Essentiellement, beaucoup de l'argent qui est fait par ces groupes-là, c'est de l'argent qui est fait à travers la vente de produits dérivés avec la vente de contrats de publicité avec certaines autres compagnies, par exemple de produits de beauté ou de nourriture ou des sponsorisations. Et finalement, avec l'organisation d'événements qui vont au-delà de juste le concert, où on a une quantité assez impressionnante de types d'événements auxquels les fans peuvent participer pour nourrir cette relation parasociale-là, avoir accès à leur idole dans un sens quasi religieux, on pourrait dire. Donc, c'est essentiellement une ébauche du contexte de réflexion qu'on peut avoir dans un cadre plus économique sur un produit populaire de culture. Et dans ce cadre-là, j'aimerais ça peut-être parler un peu du genre de piste de réflexion qu'on pourrait avoir par rapport à l'industrie qui dépasse peut-être la participation des cultures de fans en ligne. Donc, par exemple, réfléchir aux enjeux du droit du travail qui sont inhérents un peu à l'industrie par rapport à justement dans le K-pop, de la même manière que dans la société coréenne de manière générale. Il y a une transposition de cette culture du travail-là qui est assez intense en comparaison à ce qu'on connaît ici à l'Ouest. Il y a aussi une réflexion peut-être qu'on pourrait avoir sur l'export de ce type musical-là. Qui peut être considéré peut-être comme l'expression d'un genre de soft power, comme dirait le politicologue Joseph Nye dans les années 90, donc la force diplomatique par l'export culturel qu'on aurait de la part de la Corée du Sud. Ben d'ailleurs, tu l'as mentionné au début de la chronique, il y a beaucoup de membres de groupes de K-pop qui sont pas coréens. Est-ce que ça rentre dans un projet de mondialisation? Est-ce que ça rentre dans un projet de vouloir promouvoir le K-pop en dehors de la Corée du Sud? Définitivement, ça dépend aussi du contexte, mais généralement, ce qui est important de noter par rapport à ces idoles-là, c'est que c'est des idoles qui, avant d'avoir leur premier album, ont tendance à être, on va les sélectionner dans le cadre d'auditions. On va les entraîner, leur apprendre à chanter, danser, parler des langues étrangères, ce genre de choses-là. Et après ça, on va les faire débuter comme des débutantes, on pourrait dire, mais comme leur faire sortir un premier album dans le cadre d'un groupe qui est essentiellement construit, manufacturé. Encore une fois, réflexion de comment on pourrait construire et manufacturer un téléphone avec différentes composantes. Et les choix qu'on va prendre par rapport à la nationalité de nos artistes est lié généralement à comment on veut commercialiser le produit qui va être le groupe, souvent. Donc, avoir des artistes, par exemple, chinois, ben l'idée est généralement qu'on va mettre l'emphase sur avoir plusieurs artistes chinois. C'est l'idée qu'on veut utiliser ce groupe-là pour avoir accès au marché chinois, parce qu'ils parlent chinois, il y a comme cette relation-là. La même chose
peut-être dans une certaine mesure avec des artistes comme Lisa que j'ai mentionné. Il y a plusieurs artistes qui vont être thaï maintenant. Puis on peut lier l'idée que maintenant on a plus d'artistes thaï avec le fait qu'il y a plus un intérêt pour le marché en Thaïlande. Donc, on voit un artiste thaï qui est dans un contexte avec lequel on est quand même familier à cause de l'export culturel, mais là, c'est des groupes qui vont être plus populaires en Thaïlande juste à cause de cet artiste-là qui est thaï puis qui sont représentés par ça. Encore une fois, ça travaille sur des sentiments qui sont parasociaux avec cette relation-là et qui est aussi dans la relation entre le fan, le consommateur et l'artiste et la compagnie. Donc, sur ce, je pense que je vais clore ma chronique et je vous remercie de m'avoir enregistré aujourd'hui. Et j'invite mes collègues et camarades historiens à peut-être se pencher justement sur des sujets qui ont l'air pas trop sérieux, mais qui peuvent être quand même intéressants, surtout quand on parle d'analyse économique, politique et de classe. Merci. Ben, merci beaucoup, Léonie, pour cette excellente chronique. Tu reviendras à l'émission quand tu veux. En fait, ça nous fera très plaisir de te revoir. Et sinon, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la chronique de Joël Beauchamp-Monfette, je vous invite à écouter ma chronique. Eh bien oui, je me fais de l'autopromotion sur le district de Kowloon à Hong Kong. C'était le 11 décembre 2020. Pour la chronique de David Girard, je vous dirige vers la série de 3 chroniques de Marie-Pierre Berthollet sur la bande des Apaches à Paris au 19e siècle. Et pour la chronique de Léonie, je vous conseille la chronique du 17 janvier 2020 sur le rôle des compositeurs dans le nationalisme. C'était Julien Lehoux. Je tiens à remercier Joël Beauchamp-Monfette, David Girard, Léonie Beaulieu et Eliott Boulat pour avoir assuré la première partie de l'émission. C'était Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on vous invite à nous retrouver sur iTunes, Spotify, Google Play et YouTube. Merci et bonne journée.